En cette période de carnaval, l'alcool au volant est dans la ligne de mire des services de police qui multiplient les contrôles. Nous les avons accompagnés durant l'une de leurs tournées nocturnes dans la capitale. Des images à découvrir dans notre édition. Après plusieurs jours de grève, la grogne des enseignants a atteint un niveau supérieur. Ils ont bloqué ce matin l'accès au rectorat de Guyane, bien décidés à faire entendre leurs revendications au plus haut. Nous y reviendrons. À la fois danse et art martial afro-brésilien, la capoeira aura bientôt son site dédié. La première pierre de la maison de la capoeira a en effet été posée ce matin dans le quartier de Bonhomme pour le plus grand bonheur des adeptes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Cette page d'information vous est proposée aussi en direct sur Facebook. La Guyane est le théâtre d'encore trop d'accidents de la route dus à la consommation d'alcool. Pour endiguer le phénomène, surtout en cette période festive et propice aux écarts, une opération de contrôle d'alcoolémie a eu lieu tard hier soir dans les rues de Cayenne. Motards, chiens de patrouille et police municipale et nationale, tous les moyens étaient réunis sous l'œil de la caméra de Pierre Tréfou. Allez. Un rapide contrôle et le verdict tombe. Je vous annonce que vous êtes à un taux de 0,96 et un deuxième contrôle à 0,94. D'accord ? Il est 1h29 du matin. D'accord ? Donc à partir de maintenant, vous êtes placé sous notre juridiction pour la procédure de délit. Sans permis ni assurance, pour notre homme, le délit ne s'arrêtera pas là. Il a pris la fuite à pied alors qu'il doit être placé en garde à vue pour délit de défaut de permis de conduire, défaut d'assurance et le DIA, qui est largement au-dessus du taux, vu qu'à 0,94, il est largement positif. Il sera finalement rattrapé par les forces de l'ordre. En tout, ce sont 8 agents de la police municipale et 2 de la police nationale qui ont été mobilisés cette nuit. En moins de 2 heures, 5 contrôles d'alcoolémie se sont retrouvés positifs. Pour effectuer ces contrôles, un seul éthylomètre est disponible pour la ville de Cayenne. On arrive à mutualiser les moyens entre la gendarmerie, la police nationale et la police municipale. Donc en termes de moyens, on a des moyens suffisants. Mais effectivement, parfois, il faut que nous nous déplacions un peu pour ça, mais ce n'est pas un problème en soi, en fait. On s'adapte. Ces contrôles sont faits de manière ciblée sur des axes empruntés par les noctambules. En Guyane, c'est en moyenne une trentaine d'automobilistes qui sont tués chaque année. Il faut absolument sensibiliser les conducteurs par des campagnes de prévention et d'information. Et ensuite, il faut qu'il y ait la peur du policier ou du gendarme, comme ce soir. Donc il faut que nous procédions à des contrôles qui ont une vertu pédagogique pour les gens qui n'ont rien à se reprocher, mais qui effectivement peuvent punir les gens qui doivent l'être. En l'occurrence, on peut retenir des permis de conduire, on peut immobiliser des véhicules, on peut reconvoquer des gens et dans certains cas les positionner en garde à vue tout simplement. Donc il faut qu'on soit très vigilant par rapport à ça. Il est 2h30 du matin. La mission pour les forces de l'ordre se termine par le balai des dépanneuses embarquant les véhicules saisis. Dans le chapitre de l'éducation, l'Institut universitaire de technologie de Kourou fête ses 30 ans. Accueillant 550 étudiants souhaitant se spécialiser dans le génie civil, les réseaux et télécommunications ou encore les techniques de commercialisation, la structure a soufflé ses bougies en proposant une porte ouverte. Gaël Ouassim a assisté à la plus studieuse des célébrations. 30 ans, ça se fête. L'IUT de Kourou organisait sa journée porte ouverte, l'objectif étant de valoriser les formations dispensées au sein de cet établissement auprès des lycéens de l'ensemble du département. Enzo et Marvin, 2 étudiants de l'IUT, nous livrent leurs sentiments sur cette journée. Mon rôle aujourd'hui à l'IUT, comme je l'ai dit juste avant, je suis en licence, donc c'est une licence en alternance, c'est-à-dire que l'alternance c'est 1 mois en entreprise, 1 mois à l'IUT. Donc là c'est mon mois à l'IUT, c'est pour ça que je participe à la JPO pour présenter l'IUT aux lycéens. Après le bac je ne savais pas trop quoi faire, donc si j'ai un message à faire passer pour les lycéens c'est de ne pas s'inquiéter. Moi j'ai choisi le DUT réseau et télécommunications et j'en suis aujourd'hui très content. En entreprise je mets en pratique ce que j'ai appris à l'IUT et moi ça me va très bien. Je pense que oui, c'est important parce que ça nous permet de montrer on peut faire ici une formation de qualité. En fait, le choix était compliqué parce que la métropole, c'est toujours le premier choix, mais ensuite,
s'éloigner comme ça, c'est pas forcément évident. Alors on peut s'éloigner de Cayenne, là d'où je viens, et rester en Guyane et rester près de la famille. Donc l'unité de Kourou, c'était vraiment pour ça. Accueillant principalement des terminales S et STI de l'ensemble de la Guyane, ils seront pas moins de 600 visiteurs à venir sur le campus Bois-Chaudard. Oui, je trouve ça important parce que ça permet de visiter un emplacement universitaire, voir un peu comment ça se passe, les études après le lycée. Parce que c'est vrai qu'à Saint-Laurent, on n'a pas d'IUT, donc je trouve ça intéressant en fait de voir un peu d'autres possibilités d'études supérieures. Moi, franchement, j'hésite encore. Du coup, j'explore avec les différents stands qu'il y a ici, mais j'ai pas encore d'idées et d'avis sur ce que je veux faire pour l'instant. La journée porte ouverte de l'IUT de Kourou reste l'un des points essentiels qui tranchent sur la décision d'intégrer ou pas l'IUT. Alors pour le choix, parce qu'on a fait des études chaque année, on leur posait un petit questionnaire. Souvent, c'est quand ils vont visiter les TP ou les petits projets de nos étudiants qui se disent « Ah bah oui, ça m'intéresse ». C'est souvent la journée porte ouverte où là, ils ont une idée plus précise de ce qu'ils veulent faire. On reçoit beaucoup de STI 2D, 60% de STI 2D, 40% de S. Véritable pôle d'excellence sur le territoire, l'IUT de Kourou a pour vocation de créer un vivier de jeunes diplômés en phase avec les besoins de notre territoire. Oui, c'est un pôle d'excellence, il a 30 ans. Et les UIT de France, ils ont un peu plus de 50 ans. Donc on était construit après 20 ans d'existence des UIT en France, à la réponse des besoins du bassin guyanais. Ce qu'on souhaite, c'est de répondre aux besoins du milieu économique guyanais avec la diversification des formations et création de nouveaux départements pour avoir plus de réponses aux besoins du territoire. Suffisant, c'est jamais suffisant. Donc il y a de nouvelles formations à ouvrir, il y a de nouvelles demandes, mais on ouvre en fonction des moyens qu'on a et en fonction de la faisabilité et surtout en veillant sur la qualité de la formation. Cette recherche de qualité passe notamment par l'entretien de liens étroits avec le secteur spatial, tout en tenant compte des besoins économiques de la Guyane. Éducation toujours, une nouvelle étape a été franchie ce matin dans la grogne du corps enseignant qui a entamé son 4e jour de mobilisation. Des professeurs excédés ont bloqué l'accès au rectorat, estimant que l'académie n'entendait pas leurs revendications. Pierre Tréfou était parmi eux. L'intersyndicale s'est positionnée sur déjà un soutien très clair de tous les établissements en lutte dans l'académie, que ce soit sur Cayenne ou bien évidemment sur Saint-Laurent. Et nous soutenons tous les mouvements reconductibles de grève. Nous nous sommes aussi positionnés sur une journée d'action, celle du 6, qui est une journée qui a été présentée nationalement, mais qui, pour nous, en Guyane, va être l'écho de ces luttes sur tout le territoire. On veut des moyens humains, on veut des gens, on ne veut pas uniquement des caméras de surveillance, on veut des postes pour surveiller les enfants dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. C'est ça dont les enfants de Guyane ils ont besoin. Ils ont besoin de gens qui les encadrent, de gens avec qui ils peuvent effectivement parler quand ils en ont besoin, mais aussi qui connaissent et devant lesquels ils feront attention à ce qu'ils font. Il y a un gros travail de terrain des collèges qui vont effectivement, les collèges en lutte, et tous les établissements cherchent à entrer en contact avec les parents d'élèves pour effectivement les mener dans la lutte et pour leur faire comprendre que c'est vraiment une question de société. Direction la Martinique, où l'avenir des jeunes est aussi au cœur des débats, mais dans le cadre d'une conférence organisée par l'association La Ruche et la collectivité territoriale de Lille. Intitulée « De l'errance des jeunes à la radicalisation », ces 2 journées de réflexion étaient axées autour du comportement d'auto-exclusion des moins de 25 ans, une attitude marginale qui amène souvent au vol, à la violence et au trafic. Un reportage de Loïc Régis. Difficile de se faire une place dans la société moderne quand on est sans domicile fixe ou sans emploi. Un contexte qui pousse certains à devenir marginaux. Conséquence de cette mise à l'écart subie ou volontaire, un développement de comportements radicaux, notamment chez les jeunes, avec en toile de fond une violence comme mode d'expression. Normalement, si tu veux, tu dois embarquer, tu dois prendre quelque chose dedans de personne, ou dans les sacs que tu voulais. Mais ça, c'est une bonne ou une mauvaise chose finalement? Une mauvaise chose qui est là, parce que tu vas embarquer. C'est pas obligé de faire des bêtises. Voler, pour taper oui. que tu voulais. Oui. Faire des bêtises. Des jeunes qui ont pris du recul par rapport à la société. En rupture avec l'ordre et l'autorité, ils font de leurs propres règles. C'est le phénomène du caïd, l'exemple de radicalisation le plus fréquent en Martinique, selon les travailleurs. Qui vont s'organiser autour d'un idéal, mais un idéal de violence.
de violence, mais aussi dans un idéal économique, mais d'économie facile. Il s'agit des trafics en tout genre, pas seulement de stupéfiants, mais aussi parfois d'armes, simplement parce que ces jeunes-là n'envisagent pas l'avenir autrement, parce qu'on est dans une situation économique et sociale où les jeunes aujourd'hui ont du mal à se projeter tout simplement. La violence devient alors un moyen d'exister. L'errance, c'est ne pas avoir de but. Pour certains simplement, mais pour certains, la radicalisation va donner une solution, va représenter quelque chose qui leur donnera un but, qui leur redonnera une force. Et c'est pour eux quelque chose de très important. Ils vont se sentir de nouveau vivants. C'est très paradoxal, parce que la radicalisation est quelque chose de très mortifère, mais pour autant, pour eux, ça va être une vraie solution. Des problématiques préoccupantes pour les partenaires sociaux. Deuxième et dernière journée de réflexion demain à la CTM. Retour en Guyane où, comme promis durant les mouvements de mars et avril, le nombre de réservistes devrait bientôt atteindre les 300. En effet, 119 éléments supplémentaires viennent de prêter serment au tribunal de grande instance, portant au nombre total de 250 ces engagés de la vie civile qui exercent un autre emploi à temps plein. Une cérémonie à laquelle assistait Jonathan Lariot. Je le jure. Quand ta parole dit, Christophe. De leurs mains droites levées, les nouveaux réservistes de Guyane s'engagent à faire respecter la loi française. Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer les devoirs et la réserve qu'elle m'impose. Je me conformerai strictement aux ordres reçus, dans le respect de la personne humaine et de la loi. Je promets de faire preuve de dévouement au bien public, de droiture, de dignité, de prudence et d'impartialité. Je m'engage à ne faire qu'un usage légitime de la force et des pouvoirs qui me sont confiés, et à ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance lors de l'exercice de mes fonctions. Ils sont 119 à avoir franchi le pas, un chiffre historique. Pour marquer le coup, c'est au tribunal de grande instance de Cayenne que chacun prête son serment face au président du tribunal et au procureur de la République. C'est la première fois en 27 ans de carrière que je vois une telle cérémonie avec autant de jeunes gendarmes et autant de bleus dans une salle d'audience. C'est vraiment une belle cérémonie avec beaucoup d'émotions pour tous. On leur a rappelé leur devoir d'agents de police judiciaire adjoints. Venus de tout le territoire, ces réservistes ont une mission d'appui aux forces de l'ordre déjà présentes. Les gens qui s'emploient, c'est une vraie responsabilité. On a des chefs d'entreprise, on a des professeurs, on a des journalistes, pourquoi ne pas le dire. Et en fait, ils vivent une deuxième vie. Et pour nous, ils sont aussi importants que ceux qui deviendront gendarmes à plein temps. Parce qu'en fait, c'est une possibilité pour nous de toucher la société et d'essayer de donner finalement des réflexes citoyens autour de la sécurité et pas seulement le réflexe du commentateur critique. Quelquefois, il faut aussi aller un peu plus loin. L'objectif est, dans les accords de Guyane, de grossir encore ce nombre pour arriver au chiffre de 300 à l'été prochain. Aujourd'hui, on a un volume de 250 réservistes. Plus que 50 réservistes pour arriver aux 300 demandés par les accords de Guyane. Mais on ne parle toujours pas de gendarmes assermentés, mais bien de renforts qui pourront travailler dans le meilleur des cas que 90 jours par an. Une page de santé maintenant. Le diabète toucherait environ 8% de la population guyanaise, alors que l'obésité avoisine les 50%. Afin de mieux préparer le personnel soignant à gérer ces maux, un colloque est organisé sur 2 jours à l'Université de Guyane. Le docteur Sabas nous expose le contenu de ce rendez-vous qui en est à sa 2e édition. On n'a pas de vraie étude prospective sur le territoire, mais on estime pour le diabète qu'on a à peu près 8% de personnes diabétiques, mais c'est probablement un chiffre sous-estimé. Et entre 20 et 50% de surpoids, obésité. Il y a plusieurs grades entre le surpoids et l'obésité. Mais donc c'est des chiffres qui sont très alarmants. Et vraiment, c'est un problème de santé publique qui nécessite qu'on s'y intéresse de très près. C'est une formation, c'est un congrès sur le diabète et les pathologies métaboliques qui est réservé aux soignants, donc tous les paramédicaux, les médecins, pour permettre d'avoir des formations expertes sur ces thématiques. Donc des experts de métropole de très haut niveau sont venus aujourd'hui et demain pour nous parler des dernières recommandations sur le thème du diabète, de l'obésité, les nouvelles thérapeutiques. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est la formation des soignants sur le territoire et puis surtout ça permet de tous nous réunir sur une thématique commune.
Nous continuons dans le registre de la santé avec l'intervention des sénateurs guadeloupéens en faveur des victimes du chlordécone. Victorin Lurel et Victoire Jasmin ont tous deux déposé des amendements pour que la chlordécone soit considérée comme un insecticide cancérigène et que les victimes puissent être indemnisées. Deux amendements qui viennent d'être refusés par le Sénat. Complément d'information de Solène Boissé. Derrière ces promesses de beaux combats à venir pour l'année 2018, ils ont tenté de dissimuler leur échec. Victorin Lurel et Hélène Vainqueur-Christophe ont tenté d'inclure le chlordécone dans la proposition de loi sur l'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques examinée ce jeudi au Sénat. Sans succès puisqu'ils se sont vus opposer le fameux article 40 qui exclut toute dépense supplémentaire dans la loi sans compensation. Pour y remédier, le sénateur suggère une action publique. Ça aboutira si la société civile, comme on l'a fait en Martinique, comme on l'a fait en Guadeloupe, se réveille. On ne compte que sur les parlementaires, mais la prise de conscience se fait que lorsque, en démocratie, l'opinion publique se manifeste. Dans la société civile, des recherches en responsabilité. Les élus à répétition de la problématique de l'eau en Guadeloupe. Depuis plus de 20 ans, aucune action politique n'a vraiment réussi, mais la députée guadeloupéenne veut engager l'État à payer 40 millions d'euros. Dans le cadre des investissements, en particulier de la réhabilitation des réseaux, nos élus, nous sommes responsables, parce que nous avons en charge la compétence depuis déjà un moment. Il y a déjà une trentaine de millions d'euros qui ont été déjà mis sur la table. Maintenant, il faut que les travaux, il y a plus de 70 millions, donc trouver 40 millions de la part de l'État, de la part d'autres organismes, de façon à pouvoir gérer ce problème. Hélène a profité de la proposition de loi de la France Insoumise ce jeudi sur le droit inaliénable de l'eau pour exposer une nouvelle fois la situation catastrophique en Guadeloupe. Finissons ce journal avec une touche sportive. Bonne nouvelle pour les amoureux du sport en général et les capoeiristes en particulier. La première pierre du centre académique de capoeira de Guyane a été posée ce matin. Après des demandes formulées depuis plusieurs années, l'association Énergie Apura Guyane voit enfin son rêve se réaliser grâce au soutien de la CTG. Jonathan Larieux a donné son micro au président de l'association. C'est le début d'une nouvelle lutte, en fait, une nouvelle bataille. Pour maintenant, il faut que je fasse valoir tout ce qu'ils ont donné pour moi ici en Guyane. Et je vais essayer d'être vraiment fier, fidèle, fier avec tout ça qu'ils ont donné, l'État. Sachant qu'il manque encore 30%, mais j'ai déjà commencé parce que c'est ça. Il faut commencer pour pouvoir avoir petit à petit. Là, on va dire, la bataille, ce n'est pas encore fini. Ça fait déjà plus de 10 ans que le projet est dans ma tête et ça fait 8 ans que le projet est sorti de ma tête et qu'on se bat jusqu'à aujourd'hui. La capoeira, c'est la tête du camion, on va dire. Et derrière ça, il y a plein de cultures différentes, plein de danses, plein d'activités différentes qui va devenir, on va dire, qui va passer ici à ce centre culturel et sportif. Et dans 10 ans, je veux que ça c'est rempli des gens, des enfants, des adultes, des seniors qui sont en train de faire toutes les manifestations culturelles ici dedans et que la capoeira, vraiment, les gens vont parler parce que c'est elle qui a donné tout ça, cette envie pour les gens de m'aider à construire ces centres. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 2 février. En cette période de carnaval, l'alcool au volant est en ligne de mire des services de police qui multiplient les contrôles. Nous les avons accompagnés durant l'une de leurs tournées nocturnes dans la capitale. Des images à découvrir dans notre édition. Après plusieurs jours de grève, la grogne des enseignants a atteint un niveau supérieur. Ils ont bloqué ce matin l'accès au rectorat de Guyane, bien décidés à faire entendre leurs revendications au plus haut niveau. Nous y reviendrons. À la fois danse et art martial afro-brésilien, la capoeira aura bientôt son site dédié. La première pierre de la maison de la capoeira a en effet été posée ce matin dans le quartier de Bonhomme pour le plus grand bonheur des adeptes. Merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, le journal de BFM TV. Excellente soirée sur ATV Guyane et très bon week-end à vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. C'est Mounian, belle bonne soirée.